On peut dire la même chose d'Escobar, qui, parfois d'un seul coup, s'est attiré gloire, succès et controverse à la fois. Il n'est donc pas surprenant que lorsque les deux sont entrés en collision avec la sortie de Narcos en 2015, la célébrité, les succès et la controverse ont suivi, naturellement. Netflix a été félicité pour la rigueur de ses recherches ainsi que pour l'écriture et la mise en scène artistique du réalisateur brésilien José Padilha, qui ont conféré à l'histoire un riche effet dramatique. Cependant, dans une histoire aussi politique que celle-ci, la perfection n'existe pas. Et parfois, le diable peut se cacher dans les détails, se mêler de tout. Maintenant, cacher pourrait être un mot fort, mais cette vidéo cherche à exposer d'autres aspects de l'histoire que vous ne connaissez pas. Des aspects comme les coulisses, les vérités dramatisées, la version de l'histoire du cartel et des survivants d'Escobar, et plus encore. Si vous n'avez pas vu la série, cette vidéo est pleine de spoilers au-delà des spoilers. Voici 10 choses que Netflix cache à propos de Don Pablo Escobar. Chef du cartel de Medellín, premier narcoterroriste et criminel le plus riche de tous les temps. Numéro 10. Le plan original de Narcos. L'histoire raconte que Netflix avait initialement prévu de faire de cette histoire un long métrage et non une série télévisée. Cependant, lorsqu'ils ont commencé à déterrer des preuves et des recherches sur le roi de la coke, ils étaient certains qu'un seul film ne suffirait pas. Ils ont découvert plusieurs histoires sur l'origine de sa richesse, à commencer par celle d'un homme appelé Cockroach et sur sa vie avant la contrebande, qui consistait à voler des pierres tombales. Tous ces éléments, associés aux informations tirées des expériences personnelles des agents de la DEA Steve Murphy et Javier Peña, ont montré aux producteurs qu'ils ne savaient rien d'Escobar. C'est ainsi que Narcos est né. Colombie dirigée par Escobar apprécie largement la rigueur de la série. Il cite entre autres la représentation correcte de la diversité ethnique et des plus petits détails comme les façades miniatures des maisons du village colonial accrochées au mur de la maison de la mère de Pablo. Numéro 9. Les enregistrements d'Escobar. L'une des raisons pour lesquelles le scénario est si détaillé est l'existence de ces enregistrements. Pablo Escobar croyait fermement à la nécessité de conserver des traces des événements, ce qui impliquait de filmer les événements qui se produisaient dans ces haciendas. Grâce à cela, ils ont pu créer une construction assez juste du type de conversation, des tenues et des activités de la vie quotidienne d'Escobar et des gens qui l'entouraient. Dans le film, cependant, Escobar reste le plus souvent assis, à broyer du noir et à regarder dans le vide tout en réfléchissant à la manière de faire le prochain grand coup dans ses guerres avec son propre gouvernement. La vérité est un peu différente, car Escobar a contribué de manière significative à la production de la série. En fait, il est clair que le chef du cartel de Medellín était un fan des médias, puisque certains de ses enregistrements sont insérés dans la série, montrant les activités dans ses haciendas. De plus, il était prêt à acheter ou kidnapper des journalistes pour qu'ils racontent son histoire. Numéro 8. La vie de la famille. Bien sûr, vous deviez savoir que ça allait arriver. Et c'est assez important aussi parce qu'on doit se demander quelle part de l'histoire et quelle part de l'interaction de Pablo avec sa famille était exacte, et ce qu'en pensaient les Escobar. Pour répondre à votre question, le frère de Pablo était furieux de la série. Et si vous avez regardé la série, vous vous demandez probablement maintenant où était le frère d'Escobar pendant toute la durée de la série. Roberto Escobar n'était pas seulement le frère de Pablo, il était aussi le comptable du cartel jusqu'à ce qu'il soit arrêté à la mort de Pablo. Alors croyez-moi quand je vous dis que Roberto n'était pas content quand la série montrait un autre comptable appelé Blackbeard arrêté puis dénonçant le cartel aux autorités. En réponse, il a demandé de vérifier les inexactitudes de la deuxième saison avant sa diffusion. Nous ne sommes pas sûrs que cela soit allé dans son sens. Entre-temps, d'autres membres de la famille ont également contesté la représentation de Pablo lors du siège du palais de justice ainsi que la manière dont il est mort. Mais nous y reviendrons bientôt. Numéro 7. Les penchants morbides de Pablo Escobar. En regardant la série, on a déjà un peu l'idée que Pablo Escobar était l'un des hommes les plus terrifiants à avoir jamais vécu. S'exprimant en Lituanie dans le cadre des conférences Login, l'agent Steve Murphy explique comment, avant Escobar, les forces de l'ordre ne connaissaient pas le narcoterrorisme. Le narcoterrorisme implique le recours à la violence pour influencer les politiques gouvernementales contre les lois sur les stupéfiants. Selon Murphy, Pablo Escobar a été le premier narcoterroriste et pour être juste, ses activités terroristes sont bien documentées dans la série. Ce qui est également décrit est le fait qu'Escobar trouvait assez facile d'ordonner le meurtre d'autres personnes. Cependant, ses relations personnelles avec les gens semblent être plutôt bénignes, ne débouchant jamais sur quelque chose de mortel. Enfin, sauf dans des cas indéniables comme les meurtres de Moncada et de Galeano. En dehors de cela, dans son espace personnel, Pablo est surtout montré comme un homme troublé, ayant une relation romantique avec sa femme et ses enfants. En réalité, Don Pablo était un baron de la drogue jusqu'au bout des ongles. D'après les témoignages d'informateurs, Pablo pouvait percer les rotules de ses ennemis s'il en avait envie. Un autre fait non dit est son traitement des mules. Dans le film, Pablo utilisait des mules humaines et il payait toujours. En réalité, Pablo cousait de la cocaïne dans les mules qui allaient à Miami.
De plus, les mules étaient parfois tués pour éviter de dépenser de l'argent supplémentaire. Ceci de la part du 7e homme le plus riche du monde à l'époque. Une fois, un informateur des agents Murphy et Peña était serveur à l'une des fêtes de Pablo. L'informateur raconte qu'un autre serveur a été surpris en train de chaparder de l'argenterie. Pablo en a été informé et a décidé de scotcher les mains de la personne et de la jeter dans la piscine. Le serveur n'a pas pu échapper à cette manche de Squid Game et a fini par se noyer pour divertir les invités présents à la fête. Un autre exemple que nous connaissons est le fait qu'Escobar a tué tous les architectes qui ont construit l'une de ces centaines de maisons. Ces architectes, tous italiens, ont été tués parce qu'Escobar voulait que personne ne connaisse les secrets de chaque propriété. Même pour les meurtres d'amis d'enfance, Moncada et Galeano, il a été dit qu'Escobar a envoyé les doigts des hommes aux membres de leur famille. Tout cela fait que l'on se demande la véritable étendue de sa cruauté qui n'est pas dépeinte dans Narcos. Selon Bernardo Aparicio Garcia, la série passe largement sous silence sa cruauté gratuite. Numéro 6. La vraie nature du M19. C'est l'aspect de Narcos avec lequel la plupart des experts seront en désaccord. Le M19 était l'un des plus grands et des plus importants groupes de guérilla de Colombie. Leurs idéologies comprenaient le nationalisme de gauche, le bolivarisme, le socialisme révolutionnaire et la théorie du Foucault, inspirée par le révolutionnaire marxiste Che Guevara. Dans la série, le M19 est dépeint comme une bande d'idéalistes naïfs qui ne connaissent rien à la guérilla et était dirigé par un ancien professeur d'université qui ne connaissait pas non plus la guérilla. Ceci, mes amis, est une représentation dramatique des faits. Le M19 avait l'une des présences les plus redoutées en Colombie. Bernardo Aparicio Garcia raconte comment sa tante a échappé de justesse à l'attaque du palais de justice. Il résume l'histoire en disant « Il n'y a pas que ma famille à Cali qui a failli mourir de leurs mains. Ils étaient vraiment puissants et savaient comment faire régner la peur. » De plus, Ivan Malino Ospina, ou Ivan le Terrible, était un chef de guérilla expérimenté, contrairement à la représentation qu'il donne d'Ivan Torres dans la série. Avant de devenir le chef du M19, Ivan Malino Ospina avait déjà combattu au Venezuela, avait été arrêté et torturé au point de presque se suicider, pour s'échapper 6 mois plus tard en se déguisant en commandant de l'armée. On l'appelait Ivan el Terrible, parce qu'il faisait toujours les choses de la manière la moins diplomatique, et il était donc grossièrement dépeint dans la série. Il est peu probable qu'Ivan ait été tué par Pablo, et certains disent même qu'il n'a peut-être pas donné à Escobar la célèbre épée de Bolivar. Numéro 5. Les relations de Pablo avec sa famille. Comme la famille de l'homme n'a pas été consultée alors qu'elle fait partie intégrante de la série, il est normal que leurs interactions avec Pablo soient imaginatives, et c'est une façon dangereuse de raconter une histoire, surtout si l'on a déjà des idées préconçues. Aucune autre relation n'a peut-être été plus mal interprétée que la relation de Pablo Escobar avec son fils, Juan Pablo, aujourd'hui connu sous le nom de Sebastián Marroquín. Sebastián est maintenant libéré du commerce de la drogue, et il parle souvent de son expérience de fils du plus grand trafiquant de drogue dans plusieurs interviews. Dans ces interviews, il explique comment il s'est souvenu que son père l'aimait beaucoup tout en faisant la part des choses avec les effets de ses activités violentes, comme il l'a dit une fois. Sebastián dit que son père lui a appris à connaître toutes les drogues et que la marijuana était la préférée de Pablo. Il lui a expliqué que la cocaïne était un poison à ne pas prendre et qu'il devait le consulter si jamais il décidait d'essayer une drogue. Peut-être que cette éducation l'a aidé, ou que c'était le souvenir d'un parent qui avait souffert des effets de la toxicomanie, mais Sebastián n'a jamais ressenti la pression de prendre des drogues. Un élément crucial des interviews de Sebastián est le fait qu'il raconte que lui et sa mère ont supplié Don Pablo d'arrêter ses excursions en Colombie, notamment après l'attentat à la bombe qui a laissé sa sœur Manuela sourde à jamais d'une oreille. Leurs supplications sont bien sûr tombées dans l'oreille d'un sourd. Et Juan Pablo dit que cela faisait aussi partie de la nature de son père, qui était un mauvais perdant. Il cite des exemples où il grugeait même ses enfants lorsqu'il jouait à des jeux comme le Monopoly et naïf dans la série, même lorsque Pablo l'appelle quelques minutes avant sa mort. Mais dans la vie réelle, Juan Pablo avait déjà 16 ans lorsque son père est mort, et il a un récit de la mort de Don Pablo radicalement différent de celui de la série. Et nous y viendrons bientôt. Numéro 4. Les secrets de la cathédrale. Dans la série, on découvre que la prison 5 étoiles d'Escobar est luxueuse et contient de nombreux objets personnels du baron de la drogue. Mais ça ne montre pas toute la vérité. Vous vous souvenez des enregistrements dont on parlait plus tôt ? Eh bien, il y avait encore plus de contenu d'Escobar caché dans la cathédrale. Dans le film, Escobar laisse derrière lui un grand livre avec des photos. Ce roi attenant, nous avons trouvé une boîte de pellicule dans la poubelle. Lorsque nous avons fait développer le film, nous avons trouvé des photos d'Escobar, que nous avons transformées en avis de recherche. Peña ajoute qu'il y avait dans ces dossiers tous les avis de recherche lancés contre lui en Colombie, et à peu près tous les articles parus sur lui. Il conservait également des notes de menaces de ses ennemis soigneusement classées.
Escobar était très ordonné, comme en témoignent les salles de bain de la cathédrale, que Peña décrit comme curieusement étincelantes, avec des murs de 8 cm. Mais les découvertes les plus choquantes sont sans doute les lettres de mère offrant leur fille à Pablo pour des relations sexuelles, les déshabillant en dentelle et plusieurs vibromasseurs et jouets sexuels soigneusement rangés dans un placard. Un détail intéressant de leur livre, cependant, est le fait que Peña dormait dans le lit d'Escobar. Il raconte qu'il n'arrivait pas à trouver le sommeil dans le lit, se tournant et se retournant toute la nuit. Numéro 3. L'influence de Carlos Leder. Carlos Leder était le fils de Klaus Wilhelm Leder, un Allemand qui avait quitté son pays pour la Colombie, changé son nom en Guillermo Leder et épousé une Colombienne appelée Elena Rivas. Après le divorce de ses parents, Carlos est parti en Amérique avec sa mère et a fini par se retrouver en prison. C'est en prison que Carlos a rencontré un codétenu appelé George Young. Ils vont tous les deux comploter pour révolutionner le commerce de la cocaïne et commencer à transporter de la drogue vers les États-Unis à l'aide de petits avions. Par conséquent, Leder avait déjà commencé son activité avant même de rencontrer Pablo Escobar, et il a même contribué à rendre Escobar aussi riche qu'il était devenu. Leder lui-même deviendra milliardaire et proposera même de payer la dette extérieure de la Colombie à 2 reprises, notamment pour échapper à son extradition. Contrairement à la série, Leder n'était qu'une tête de linotte à qui l'on disait de se taire dans les réunions et qui se dénonçait régulièrement à la radio nationale. La description de son histoire et de sa disgrâce est loin d'être exhaustive. Numéro 2. Le suicide d'Escobar. Si vous connaissez un peu l'histoire de Pablo Escobar, le mot suicide doit être un mot très étrange pour être associé à sa mort. Mais soyez attentifs et nous verrons où cela nous mène. Pablo Escobar s'est suicidé. C'est ce qu'affirment des membres de sa famille proche, comme ses frères. Juan Pablo est la dernière personne à qui El Patron a parlé avant de mourir, et il donne un argument très convaincant pour expliquer pourquoi il croit que son père s'est suicidé. Examinons ces arguments. Le premier point. Juan Pablo dit que son père lui avait toujours dit que le téléphone était la mort. C'est parce que Don Pablo savait très bien pour trianguler l'emplacement des membres du cartel. Pablo Escobar passait toujours très peu de temps au téléphone et ordonnait à son fils de ne jamais l'utiliser. Le deuxième point est que la famille d'Escobar venait d'être refoulée d'Allemagne et qu'elle a ensuite été contrainte de loger dans un hôtel colombien appartenant aux forces armées. Cela implique que la famille d'Escobar n'allait jamais être en sécurité où qu'elle aille et que les lignes téléphoniques de l'hôtel étaient sûrement sur écoute. Pablo devait être au courant de ces faits. Le troisième point est le fait que Pablo avait appris à son fils comment se suicider au cas où il serait capturé. Juan Pablo affirme que son père lui a dit que le meilleur moyen d'éviter la torture et de mourir rapidement était de tirer dans l'oreille droite plutôt que dans la bouche. Les frères de Pablo ont confirmé que Pablo avait dit qu'il préférait se tuer plutôt que d'être tué par les personnes qui le poursuivaient, car la mort ne serait pas agréable. Maintenant, rejouons les derniers moments de Pablo avec ses faits en tête. Un certain colonel Martinez et son fils, le lieutenant Martinez, utilisent l'équipement de radiogoniométrie pour essayer d'obtenir un signal téléphonique. Au même moment, Pablo Escobar parle à son propre fils, Juan Pablo, d'une interview que Juan Pablo connaît déjà, au téléphone. Selon Juan Pablo, son père l'a appelé 7 fois et il a essayé de couper l'appel à chaque fois. Il raconte qu'il s'est plaint à son père que c'était dangereux car leur téléphone était probablement sur écoute et qu'il connaissait déjà le sujet abordé. Juan Pablo comprend que son père essaie de leur éviter un interrogatoire en se dénonçant lui-même. Alors qu'il est au téléphone, le lieutenant Martinez tient une antenne depuis le véhicule et aperçoit soudain le roi de la coque qui le regarde. Après avoir rassemblé suffisamment de force, les policiers prennent d'assaut la maison. Et ce n'est qu'à ce moment-là que Pablo lâche l'appel en disant « Il se passe quelque chose d'étrange ici, je te rappellerai ». La fusillade s'ensuit, son garde du corps, Limon, est tué, et Pablo est touché sur le toit à plusieurs reprises avant que son corps ne devienne inanimé. À l'inspection, une blessure par balle est trouvée à la tête de Pablo. Devinez où ? C'est ça, l'oreille droite. Personnellement, je trouve curieux qu'il ait été trouvé et tué exactement un jour après son anniversaire, presque comme si quelqu'un voulait avoir un dernier repas, un dernier rire digne de ce nom. Numéro 1. Le discours pro-drogue de Wagner Moura. Wagner a joué le rôle de Pablo Escobar dans Narcos à la perfection. L'acteur brésilien était applaudi pour ce rôle et est tellement synonyme d'Escobar que ses photos apparaissent sur une recherche Google avec le nom du baron de la drogue. Cependant, ils ont encore plus en commun. Moura pense que les drogues comme la cocaïne devraient être légalisées. Et après avoir vécu l'expérience d'Escobar, il prend cela encore plus au sérieux. En effet, dans un monde où la cocaïne était légale, Pablo Emilio Escobar Gaviria aurait surtout été reconnu comme un homme d'affaires avisé qui s'est enrichi à partir de rien et a redonné aux pauvres.
La plupart des meurtres qu'il a ordonnés ont commencé par faire taire les fonctionnaires qui voulaient le faire enfermer ou extrader. Mais qu'en pensez-vous? La cocaïne devrait-elle être légalisée? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Vous avez apprécié cette vidéo? Si oui, n'hésitez pas à la liker. Et regardez d'autres vidéos géniales sur la chaîne The Fugitive France. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.